Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 bis qui a pour nom La France, quelle France? Et qui a été réalisée afin d'apporter quelques informations complémentaires suite à la surprise rencontrée dans la vidéo numéro 3 à propos de l'appellation France et de sa reconnaissance en tant que pays-État formant officiellement une unité depuis bien longtemps, telle que nous avons pu l'apprendre et que nous continuons de l'apprendre dans les lieux d'enseignement. Alors cette unité nous est officiellement indiquée comme étant reconnue à partir de Philippe Auguste qui officialise sur ses actes royaux en 1242 Rex Franciae, roi de France, à la place du Rex Francorum, roi des Français, qui était de mise jusqu'à cette date. Officiellement, avant Philippe Auguste, la France, entre guillemets, était une représentation géographique et surtout politique assez mouvante, où le régionalisme tenait une place prépondérante comparativement à ce que l'on nous en a appris. En l'occurrence, que le pouvoir royal était établi à la capitale et administré de partout à peu près égalitairement entre les Français, alors qu'il paraît beaucoup plus probable que les Français, les Francorum, il semblerait bien que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, valait mieux parler de Gallus, des Gaulois. Donc un Rex Francorum qui avait lui-même succédé à l'appellation roi de tous les Francs, dont le premier à avoir obtenu ce titre aurait été Clovis en 481, aurait été car la confirmation est loin de faire l'unanimité des historiens. Ensuite, comme nous avons pu nous en rendre compte avec les cartes géographiques et la non-reconnaissance nationale du nom Franciae ou Francorum sur les cartes, ainsi qu'avec les décrets signés avec nos voisins de frontière, à l'exemple de la frontière entre la Savoie et la Suisse en 1559, où le roi n'est ni consulté ni même signataire, cette réalité de Franciae n'était au mieux qu'un jeu d'écriture, une diplomatique, concernant Paris et sa région proche. En fait, l'appellation Gallia, Gaule, et surtout les différentes Gallies, les Gaules, représentaient la réalité de terrain, et ce jusqu'au moins la deuxième moitié du XVIIe siècle. Ces différents faits sont un petit résumé de ce qui a été développé dans la vidéo numéro 3, et de fait, nombre d'entre vous ont été interloqués par cette information avancée qui consiste à estimer qu'avant au moins le milieu du XVIIe siècle, et peut-être plus tardivement, à la France, difficile de lui attribuer non seulement une reconnaissance en tant qu'entité tant politico-historique que cartographique, mais également un nom générique qui engloberait ce territoire que nous nommons la France. Donc pour étayer encore plus avant ces dires, j'ai repris mon livre des cartes d'exception, ces cartes choisies par Jerry Broughton, qui je le rappelle est professeur d'études sur la Renaissance à la Queen Mary University de Londres et expert dans l'histoire de la cartographie tel que précisé dans ce livre. Et parmi les plus de 60 cartes proposées, j'en ai sélectionné quelques-unes afin de préciser et détailler encore un peu plus cet étonnement que représente l'absence récurrente de la France, une et indivisible. De plus, en effectuant ces recherches, j'ai même découvert une énormité qui risque de vous interloquer et que je vais me faire un plaisir de partager avec vous durant ce voyage. Alors c'est parti! Pour commencer, et afin que ce soit clair pour tous, et même si aucun original de ce type de carte daté de cette époque n'a survécu, ce qui n'étonnera que peu les habitués du terrier, puisque nous sommes maintenant bien rodés sur la disparition des originaux et la présence des copies ou reconstitutions sans autre forme d'assurance, on peut constater avec cette première carte donnée comme étant réalisée en 20 avant Jésus-Christ, pour le général Marcus Vipsanius Agrippa, ami de l'empereur Auguste, carte qui est un orbis terrarum, c'est-à-dire l'équivalent du map-monde, et qui servait de carte militaire romaine, que les dits romains non seulement maîtrisaient assez bien leur géographie, mais que de plus chaque pays, et particulièrement en Europe, disposait d'une attribution nominative dont certaines n'ont pas bougé, ou très peu, fonction à leur délimitation naturelle telles que les fleuves, les mers, l'océan ou les montagnes, et ce malgré le temps ainsi que les conflits internes ou les guerres externes qui ont officiellement émaillé l'histoire de ces au moins 2000 dernières années. Le fait que l'existence du nom de ces pays ou nations n'ait pas changé amène à penser que, là c'est une réflexion personnelle qui ne demande qu'à être discutée, que malgré tous ces aléas historiques qui ont sectorisé ces pays, une unification autour d'un repère national, entre guillemets, a permis à ces pays de garder une certaine forme de cohésion depuis plus de 2 millénaires, si 2 millénaires il s'est bien passé. Donc ces noms apparaissant sur cette carte romaine datée d'avant Jésus-Christ sont des noms de territoires devenus pays tels que Italia, Hispania, Germania, Graecia ou encore Britannia. Noms que l'on reconnaît encore aujourd'hui tant leur changement reste minime. On pourrait penser de prime abord que c'est assez logique pour Italia, puisque nous sommes en présence d'une carte romaine, mais ce serait oublier que l'Italie a vécu de nombreuses conquêtes, telles que celle des Lombards en 570, qui ont annexé toute une région, devenue la Lombardie, et même connu l'une des premières républiques, puisque Venise est restée capitale de la République de Venise durant 11 siècles, de 697 à 1797. Il n'empêche que malgré ces bouleversements, Italia est restée Italia.
Pour Hispania, je ne vais pas dénombrer le nombre de suzerains ayant régné en même temps sur diverses régions espagnoles, voire même sur une partie de la France, tout comme je ne parlerai pas de l'histoire de l'Andalousie et de la présence des Ibères, des Celtes, des Tartésiens, des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois, des Romains, des Byzantins, des Goths, et enfin des Maures, les Berbères arabisés. Et pourtant, malgré ce découpage par royaume et toutes ces cultures étrangères présentes à un moment ou à un autre de l'histoire de ce territoire, Hispania est devenue Espagna, ce qui, convenons-en, reste une appellation quasi similaire. Pour Germania, devenue Deutschland, la terre du peuple depuis 1871, donc deuxième partie du XIXe siècle, je rappellerai juste qu'avant cette date, il existait un monde germanique doté d'une certaine cohérence, même si variable selon les époques, puisque entre le 5e et le 10e siècle, la Germanie faisait partie des peuples francs, mais sans jamais perdre ses spécificités, ni même son appellation. Effectivement, il est vérifiable que même avant, pendant et après ces périodes, sur les plans linguistiques, culturels et parfois politiques, on ne peut nier que les peuples germains, et de fait l'identité germanique, et donc le qualificatif germanique, restent cohérents jusqu'à la fin du XIXe siècle, et même encore aujourd'hui. De fait, les peuples germains et le nom Germania, je ne vais pas disserter sur cet à propos. Pour Graecia, je pense que tout le monde sera d'accord pour s'accorder sur le fait que le nom n'a pas changé, et ce malgré les différentes influences culturelles et les incursions guerrières qu'a pu subir ce pays. Enfin, pour Britannia, dans Great Britain, la phonétique, tout comme l'orthographe, parlent également d'eux-mêmes, même si différentes nations existent au sein de l'île britannique. Il suffit de penser au rugby et au tournoi des 6 nations pour savoir que ne serait-ce que l'Écosse et le Pays de Galles représentent des nations. Donc là non plus, pas de changement dans le nom, puisque Britannia et Britain, tout est dit, et ce, une fois encore, malgré toutes les tempêtes internes qu'a pu subir cette île. Par contre, nous ne pouvons que constater que pour ce qui est des ensembles de territoires plus vastes, tels que Ilybia, Thracia, Dacia, qui ont totalement changé de nom lors des découpages de régions, devenus avec le temps des États et des pays, ces noms existants durant l'Antiquité ont aujourd'hui totalement disparu. Nous reste la France. Eh bien, il est clair que sur cette carte, le mot Gallia, au singulier, est géographiquement délimité par un fleuve, le Rhin, une mer, la Manche, un océan, l'Atlantique, et 2 montagnes, les Alpes et les Pyrénées. Autrement dit, approximativement le même territoire qu'aujourd'hui, mais que par contre ce nom de Gallia, signifiant Gaule, n'a rien à voir avec le mot France, dont le latin est Franciae. Comme je viens de le rappeler, et ce malgré Clovis devenu roi de tous les Francs en 481, puis les décrets de Philippe Auguste en 1242, pour que le nom Franciae apparaisse officiellement, soit un écart déjà de 761 ans, et encore, comme nous l'avons constaté selon les cartes du XVe au XVIIe siècle, ce nom de Franciae ne représentait au mieux que ce que nous nommons aujourd'hui la région Île-de-France. Ce ne sera qu'à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle que peu à peu les Gallii disparaîtront des cartes. Jusqu'à cette période, comme le prouvent les noms inscrits sur les cartes, Gallia ou les Gallii représentent ce territoire et Franciae passera petit à petit de Paris et sa banlieue proche à la région Île-de-France. Avant, non seulement il n'existait pas une Gaule unifiée autour d'une capitale commune, mais des Gaules unifiées chacune autour de leur propre capitale provinciale ou régionale, et ce, quoi qu'en dise l'officielle discipline de l'art diplomatique. Alors je fais référence ici aux dénominations Gallia, Celtica et autres Gallia Narbonensis, pour n'en citer que 2, que nous avons rencontrés sur les cartes des XVIe et XVIIe siècles dans la vidéo numéro 3. Donc, à l'inverse de nos voisins directs, aux régions plus en relation avec leur capitale, même si ces relations étaient parfois fort tendues, notre nom de pays n'est pas du tout le même sur cette carte romaine que celui qu'il porte aujourd'hui. En ce sens, nous nous rapprochons plus des ensembles qui ont vu leur nom générique, entre guillemets, disparaître. Pour finir, afin que toutes les Gallies intègrent la France, il nous faudra flirter avec la fin du XVIIIe, voire le début du XIXe siècle. Et même encore aujourd'hui, ce n'est pas vraiment gagné. Alors, officiellement, politiquement, oui, certainement, mais qu'en est-il de la réalité de terrain ? Une des preuves de cette prédomination de l'ancrage régional est qu'alors que depuis une vingtaine d'années les dialectes, patois et autres langues régionales se minimisaient dans leur pratique, nous assistons à une résurgence des demandes d'écoles à langue régionale. Ce qui tendrait à penser que la culture régionale reste encore très fortement implantée dans les esprits. D'ailleurs, une de nos appellations régionales prouve ce que j'avance. La région Languedoc n'a jamais vu disparaître la langue d'oc. D'autre part, on ne peut que constater qu'il existe au moins une France coupée en deux entre la langue d'Oï et la langue d'oc. Pour ma part, j'ai vécu plus de 20 ans en Picardie et plus de 20 ans dans le Languedoc. Il est évident que, tant dans la langue que dans la culture, ces 2 régions sont nettement différentes. Dans le langage, un même personnage, une même fonction peut trouver 2 dénominations différentes selon s'il exerce au sud ou au nord de la Loire, à l'exemple du trouvère et du troubadour. Il est vrai que là, je parle d'un nom médiéval, mais il y a 20 ans en arrière, à la toute fin du XXe siècle, vous trouviez des Picards vous annonçant « je t'équerre » pour vous dire « je t'aime ». Écoutez la phonétique. « Je t'équerre ». Consonance latine ou germanique ? En occitan, la même déclaration se dit TMI. Phonétiquement, TMI.
Consonance latine ou germanique? Et si l'on souhaite continuer en ajoutant l'ouest et l'est de ce pays, eh ben en breton nous avons Dagalutaran et en alsacien Ishadigan. C'est clair, nous sommes très loin d'une unité linguistique et donc culturelle. Vous avez vu, hein, je maîtrise quand même dans les langues régionales. Stop. Il en va de même pour le culinaire, la vêture et tant d'autres sujets. Autre preuve s'il en faut, rendez-vous dans un restaurant breton et demandez-leur une choucroute et vous comprendrez vite si la culture régionale n'est pas plus importante que l'unité nationale. J'en conviens, à l'étranger, le français se sent français. Mais sur son territoire, il est auvergnat, bourguignon, savoyard, et il sera même précisé au savoyard si besoin, par certains d'entre eux, etc. Et ce, malgré l'effort national à vouloir de plus en plus regrouper les régions en grands territoires, à l'exemple actuel de cet assemblage très hétéroclite que nous nommons par exemple l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui pour ses habitants non seulement ne signifie rien, mais de plus est quasiment vécu comme une insulte à leur culture. Toute la différence entre la diplomatique et la réalité de terrain. Et pour conclure, dans du encore plus petit en termes de dimension de territoire, allez donc dire à un Marseillais qu'il est parisien, ou réciproquement, et alors là je vous promets une bordée de noms d'oiseaux dont vous vous souviendrez un moment. C'est juste un constat, le français est pour le moins régionaliste, et de par expérience, je peux vous assurer que même si certains ici me considèrent depuis quelque temps tel un sudiste de cœur, je n'en reste pas moins à leurs yeux un nordiste ou un parisien. C'est comme ça, que ça plaise ou non. Et si vous pensez que j'exagère en parlant de non-unité nationale, alors expliquez-moi pourquoi le Luxembourg est passé de comté à duché puis à grand-duché, sachant que pourtant les Francs riquières y habitaient dès le IIIe siècle, et que ce territoire fut 2 fois français avant son indépendance au XIXe siècle. Pourquoi les Wallons ne sont-ils plus français alors que la Gallia Belgia a existé et que jusqu'en octobre 1797, la Wallonie était française, et qu'aujourd'hui encore, un courant nommé le rattachisme souhaite faire revenir au moins la Wallonie en France? Pourquoi Belfort n'est pas un département mais un territoire avec des normes bien spécifiques? Pourquoi le droit est-il différent en Alsace et en Moselle que sur le reste du territoire? Pourquoi l'État français dépense-t-il de l'argent pour la principauté de Monaco qui, selon les domaines traités, est soit française, soit principauté autonome? Quel est le statut exact de cette enclave nommée principauté d'Andorre dont tous les chefs de l'État français sont coprinces de fonction et ce depuis Henri IV? Les Basques peuvent-ils être français, sachant que c'est le seul isolat encore vivant parmi toutes les langues en Europe? Parmi les 1 200 000 Basques, 6 000 ne parlent et ne comprennent que le basque. Mais que c'est également un isolat tant du point de vue génétique que du point de vue typologique. Pourquoi la République démocratique et laïque voit son président occuper la fonction de chanoine de Latran, et ce depuis Louis XI, fonction remise en main propre par le pape? Alors j'arrête là parce que ça donne déjà un bel aperçu des interrogations émergentes, mais j'en ai encore sous le pied, si vous le souhaitez, en ce qui concerne les incohérences qui pavent la réalité de la non-unité française. Alors pour en revenir à notre France qui était les Gaules il y a encore pas si longtemps, évidemment ça choque. Donc il faut des preuves et encore des preuves, alors voici des cartes et encore des cartes d'exception, et cette fois-ci non rencontrées à la Bibliothèque nationale de France, même si celles que nous allons découvrir maintenant sont tout autant des cartes officielles et académiquement reconnues, mais surtout à la différence de la Bibliothèque nationale de France, là nous allons commencer avant le XVe siècle, puisque la vidéo numéro 3 commence avec des cartes du XVe siècle, si l'on accepte celle de Ptolémée, mais bien maline ou bien malin, celle ou celui qui pourra réellement assurer qu'une carte dite de Ptolémée est de Ptolémée, comme vu dans la vidéo numéro 2. Donc, après cette Orbis Terrarum, datée de -20, et qui est une copie dont on ne connaît l'original, voici une autre map monde qui, elle, est datée vers le XIIe siècle, puisque estimée entre 1080 et 1154. Il s'agit de la map monde d'Henri de Mayence, bien que son auteur soit inconnu, qui provient de l'abbaye cistercienne de Solay, dans le Lancashire, Great Britain, et qui a pour nom officiel Map Monde de Solay, la plus vieille carte du monde trouvée en Angleterre en 1536. L'Est est en haut, les mers sont en vert, les rivières en violet et les frontières en rouge. Dans le livre, il est dit « Étant donné que durant l'Europe médiévale, seuls les moines possédaient suffisamment d'érudition et de sources écrites et peintes ou dessinées pour élaborer des cartes, la vision du monde est résolument théologique. Ces cartes étaient de véritables encyclopédies visuelles qui traitaient autant d'histoire, de politique ou d'ethnographie que de géographie. » Alors un coup de zoom. Une fois encore, on distingue bien Britannia, Hispania, Italia, qui, elle, est en rouge, mais bon, c'est peut-être parce qu'elle délimite une frontière, très clairement. Mais Germania n'est pas notifiée. À la place, nous avons Allemagne. La ville de Cologne est inscrite, ainsi que les Alpes, les Pyrénées et l'océan. Par contre, surprise, pour ce qui est du territoire français, pas de Gallie, à l'exception de Gallia Belgiae et Auxona, ville qui se situe en Bourgogne. Nous avons Parisis, avec un bel édifice religieux, mais quid des autres Gallii, Francorum ou Franciae? Alors nous sommes d'accord pour Franciae, c'est un siècle trop tôt. Mais à part la Belgique, sinon là, on n'a rien.
Et ne venez pas me dire que les Anglais ne nous connaissaient pas ou ne connaissaient pas notre territoire, puisque nous avons constaté dans la vidéo numéro 3 que jusqu'au XVe siècle, les familles anglaises et françaises ne formaient qu'un seul arbre aux différentes branches généalogiques. Sans compter qu'avant 1180, les rois anglais détenaient plus de territoire sur la France, entre guillemets, que le propre roi français. Et même plus de superficie de territoire en France que sur leur île. Donc sur cette carte de nos cousins anglais, où est la France ? Ou le pays qui la représente et comment se nomme ce territoire au XIIe siècle. Par contre, cette carte fortement détaillée nous réserve une surprise de taille. Et là, j'en connais qui vont être heureux, ce sont les égyptologues. J'hésite entre commencer par l'image ou par un commentaire. Allez, je vous envoie l'image. Au-dessus de la ville d'Alexandrie, je vous ai encerclé trois bâtiments entre guillemets, surmontés de pointes à boules. Alors question, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, voici la réponse officielle. L'auteur de la carte souligne en rouge la frontière entre l'Asie et l'Afrique qu'il situe à l'ouest du delta du Nil, au-delà d'Alexandrie, ville symbolisée par 3 tours sur la Méditerranée, sur la gauche. De part et d'autre de la mer Rouge, en haut, sont représentés le mont Sinaï, à gauche, et le monastère de Saint-Antoine, à droite. Tandis que les pyramides sont associées au grenier de Joseph, au pluriel et entre guillemets, dont parle l'Ancien Testament. Alors, c'est pas formidable ça ? Et n'allez pas me dire que le mec qui a dessiné ça a inventé, parce qu'il n'était jamais allé sur place et que c'est pour ça qu'elles ont cette forme-là et que patati et que patata. Non, non, non. À cette époque, suffisamment de religieux étaient présents sur place pour avoir dessiné ce qu'ils voyaient. Ne serait-ce que les moines du monastère de Saint-Antoine, à 155 km du Caire et présents depuis le IVe siècle, même si c'est entre 1231 et 1299 que l'on y copiera et composera le plus de manuscrits, c'est tout de même un lieu de copie et un lieu d'illustration. Et là, je vous pose une référence, Dorès Jean, nouvelle étude sur l'art copte, les monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul, dans Compte-rendu des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 95e année, numéro 3, 1951, sur les pages 268 et 274. Et comme cité dans la référence, il y a également le monastère de Saint-Paul. Donc les petits gars, ils ont dessiné ce qu'ils voyaient et qu'ils ont nommé les greniers de Joseph, en référence à un passage de l'histoire biblique que vous pouvez retrouver ici et où vous constaterez qu'il s'agit bien de greniers au sens commun du terme. J'en conclus, et là je prends position, qu'au moment de la réalisation de cette carte, soit officiellement entre 1080 et 1154, ou alors un peu avant, le temps que les écrits et dessins et autres enluminures arrivent jusqu'en Angleterre, il n'y avait pas de pyramide au Caire, mais au moins une chose rectangulaire qui fut nommée les greniers de Joseph. Et je me permettrai d'ajouter que s'il se nomme grenier, ce n'est sûrement pas pour y stocker un tombeau de pharaon. Il n'est dit nulle part dans la mythologie ou l'histoire égyptienne que pour passer d'un monde à l'autre, Pharaon avait besoin d'avoir son corps stocké dans un grenier. Quant à la représentation graphique visible ici, dessinez la même chose sur une feuille, puis allez présenter votre œuvre à n'importe quel professeur en art graphique et demandez-lui ce qu'il pense de vos pyramides. S'il est honnête, il vous conseillera certainement de vous focaliser sur autre chose que sur le dessin. Alors voilà pour cette première map monde, un unique territoire, Gallia Belgia, avec une ville, Parisie, bien en évidence, et de l'autre côté, des bâtiments rectangulaires représentant les pyramides. Et mesdames et messieurs, tout ceci est officiellement reconnu et estampillé Histoire avec un grand H. Maintenant, respirez un grand coup car on continue avec un portulan, donc un manuel d'instruction nautique. La carte Pisana est une carte ancienne et le plus ancien portulan découvert. Il date du XIIIe siècle, son nom provient de son lieu de découverte, Pise, puisque bien évidemment elle n'est ni datée ni signée et fut découverte qu'au XIXe siècle. Elle représente les côtes de la Méditerranée et il est notifié officiellement que les villes les plus importantes, même lorsqu'elles ne sont pas des ports, y sont notées en rouge. Alors effectivement, dans les noms inscrits en rouge et qui ne sont pas des ports, en haut on distingue très nettement l'Allemagne et les Flandres, tout comme en bas la province de la Galice. Rome est indiqué, ce qui est logique pour une carte italienne. Comme précisé dans l'ouvrage, pour le littoral britannique, le tracé rudimentaire de l'Angleterre montre à quel point le littoral britannique était mal connu des navigateurs, preuve qu'il ne présentait pas de grand intérêt pour les armateurs. Le cartographe y a néanmoins inscrit 6 noms de lieux, dont Londres, qui figurent sur un fleuve se jetant dans la Manche. Alors j'ajouterais que non seulement la capitale Londres apparaît, mais le nom d'Angleterre est également présent, et pourtant, comme on vient de le préciser, le littoral était mal connu et sans intérêt, mais que les villes importantes y étaient notées. Alors une fois encore, après avoir parlé de la présence de l'Italie et de sa capitale, de l'Allemagne, des Flandres, de l'Espagne, ne serait-ce que par le nom de sa région galicienne, et même de l'Angleterre, qui malgré son manque d'intérêt voit apparaître son nom et celui de sa capitale pour la France ou la Gaule, pas plus de noms de pays que de capitales ou de régions. Les villes portuaires, et c'est tout, telles que Marseille ou Gascogne en référence à son golfe.
Après la fin du XIe siècle ou le début du XIIe siècle, avec la map monde anglaise de Solesmes, maintenant c'est au tour d'un portulan italien du XIIIe siècle de nous montrer, voire démontrer, à quel point nous sommes absents dans les dénominations et où l'importance de notre territoire. Maintenant nous sommes en 1295, donc fin du XIIIe siècle. Donc là, le Rex Franciae est officiellement existant. Mais sur la map monde de Hereford, sur laquelle on ne peut pas manquer les noms, sachant qu'elle mesure 1,58 m par 1,33 m, donc sur cette carte, vous trouverez tous les pays déjà cités, ainsi que de nombreux monuments religieux. Je ne vais pas me répéter en énumérant les noms des pays et des grandes villes, mais pour la France, officiellement Franciae, on trouve bien cette appellation juste à côté de la ville Parisis. Mais si l'on descend le long de la carte, à l'image du lieu où on lit le mot Gascogne, on trouve le mot Gallia. Je pense que la confirmation est effectuée, que Franciae ne concerne qu'une région et non pas l'ensemble des Gallii, qui forment ce que l'on veut nous faire appeler Franciae. Au fait, puisque rien ne se perd même si tout se transforme, revoilà notre grenier de Joseph, transformé ce coup-ci en un seul bâtiment, mais disposant de 3 grandes portes. Maintenant, voici ma carte préférée et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Cette carte appelée Atlas catalan est datée de 1375 et elle est considérée par Géry Breton tel un chef-d'œuvre de la cartographie médiévale. Jean-Michel Massin, historien d'art, dit à son propos, toujours dans le livre des cartes d'exception, je cite, « Un aperçu complet du monde de l'époque qui intégrait toutes les îles récemment découvertes de l'Atlantique à la mer de Chine. C'est l'une des dernières grandes maps mondes résumant l'ensemble des connaissances géographiques de l'Europe médiévale. » Donc là, on a du lourd, et fait non négligeable, cette map monde de 64 cm de haut pour 2 mètres de long fut réalisée par le cartographe juif Abraham Cresques, cartographe officiel du roi Pierre IV d'Aragon, et son fils Yehoula, afin de l'offrir en cadeau au jeune roi de France Charles VI lors de son intronisation. Alors, petit détail de compréhension, cette carte étant prévue pour que l'on tourne autour, les noms se lisent en circulade. En résumé, nous sommes dans la deuxième partie du XIVe siècle. Nous avons un cartographe royal préparant un cadeau royal pour l'intronisation d'un roi de France. Et je vais vous grossir chaque pays et je pense que la déduction viendra d'elle-même. L'Espagne, dont un royaume est l'initiateur de la carte, est représenté par son château royal, sis dans un écrin de couleur dorée, plus son blason afin de bien notifier l'auteur du présent. L'Irlande et l'Angleterre, nom de pays très lisible et blason personnel. Allemagne, Bavière, Lombardie, nom très lisible et leur blason personnel. Enfin, là, je ne sais pas, puisqu'il n'y a ni pays indiqué, ni blason unique, ni même un château entouré. Alors voilà, ça c'est le cadeau d'intronisation d'un roi de France de la deuxième partie du XIVe siècle, offert par l'un de ses voisins de frontière. Moi, je ferme ma bouche. Ah si, vu le nombre de détails et de bâtiments prestigieux, j'ai cherché les pyramides au cas où. Mais bon, j'ai arrêté de chercher, en fait, j'ai rien trouvé. Enfin, afin d'être raccord avec la même période des cartes de la vidéo numéro 3, voici celle de Fra Mauro. Alors elle date de 1458 et mesure 2,40 m sur 2,40 m. Donc là non plus, les détails ne manquent pas et sont clairement visibles. Elle est donnée comme l'une des plus importantes œuvres de l'histoire de la cartographie. Elle fut réalisée à Venise, à la demande du roi Alphonse V du Portugal, sous la gouverne du moine Fra Mauro. C'est tout un atelier de scribes et de dessinateurs qui œuvrèrent durant 3 ans pour sa réalisation. Fra Mauro dira de cette carte « J'ai rencontré pendant des années des personnes dignes de foi qui ont vu de leurs propres yeux ce qui est fidèlement reproduit ici. » Alors toutefois, une fois encore, il me faut préciser que l'original a été perdu pendant le voyage entre Venise et le Portugal, c'est ballot, mais que cette copie a été entreprise quand même par Fra Mauro, même si elle fut terminée par son collaborateur Andrea Bianco. Pour vous repérer, sachez qu'à la différence des moines qui jusque-là pointaient l'Est comme étant le haut de leur carte, ici le Sud est en haut. Donc on regarde en fait la carte à l'envers, par rapport à notre repère d'aujourd'hui. Je vous la présente pour signaler 2 faits. Premièrement, qu'à la différence de Italia ou Alemania, le nom Franca, sans le i, n'est pas isolé, mais sert de suite au mot Gallia. Autrement dit, une appellation Gallia Franca, qui est géographiquement située pour représenter Paris et peut-être ses environs, comme déjà vu. Il y aurait donc une Gaule France et d'autres Gaules, comme on peut le constater avec au moins le nom Gallia situé au-dessus de Marseille. Deuxièmement, par contre, même si elles sont un peu trop au sud, reconnaissons que sur la carte de Fra Mauro, les pyramides sont présentes et ressemblent aux pyramides. Alors possible qu'avant ce siècle, les pyramides n'étaient pas présentes, comme vu sur 2 cartes précédentes, mais sur celle-ci, difficile de les nier. Toutefois, il ne nous est toujours pas dit à quoi elles servaient, peut-être des greniers qui furent réaménagés ensuite pour d'autres fonctions. C'est juste une réflexion, puisque je pense qu'aujourd'hui, personne ne détient la réponse absolue sur l'utilité passée de ces monuments. Mais toujours est-il que sur cette carte, les pyramides sont là et
là on ne peut pas rigoler, ce sont vraiment les pyramides telles qu'on les connaît. Voilà, c'était un complément de la vidéo numéro 3 où les cartes ne commençaient qu'à partir du XVe siècle. Là, nous avons eu un rappel avec une carte de l'avant Jésus-Christ, puis des cartes s'échelonnant du XIIe ou XIIIe siècle pour en venir jusqu'à faire la jonction avec cette moitié du XVe siècle. Ensuite, comme vu dans la vidéo numéro 3, c'est la Bibliothèque nationale de France où je me suis achalandé. Et cerise sur le gâteau, nous avons pu admirer des pyramides officiellement étranges qui, en l'espace de 3 ou 4 siècles, vont se transformer pour devenir ce que l'on connaît aujourd'hui. Dans tous les cas, le lapin et moi-même espérons que ce complément de visite dans cette galerie du Terrier vous aura intéressé et vous permettra de pouvoir détenir plus de pistes dans la recherche de l'existence de cette France qui, convenons-en, reste bien savonneuse dans son décalage entre la diplomatique et la cartographie. Pour ce qui est de nous, nous venons vous souhaiter à chacune et à chacun une bonne suite de réflexions et de visites des différentes galeries déjà existantes, tout en vous décernant un grand remerciement pour votre présence ainsi que votre soutien commenté. Et nous l'espérons, à bientôt pour de nouvelles aventures.